J'ai envoyé 9700 $ pour aider mes parents à payer leurs impôts fonciers. Ensuite, ma sœur m'a envoyé un texto, le dîner de pendaison de crémaillère est réservé à la famille immédiate. Je ne l'ai pas pris personnellement. J'ai gelé les virements sur le compte séquestre et retiré mon nom du dossier de co-signataire. Le lendemain matin, j'avais 38 appels manqués et ils sonnaient sans arrêt à ma porte. J'ai ouvert, et je m'appelle Peter Diaz. J'ai 34 ans, et s'il y a une chose que j'ai apprise en 3 décennies à être celui sur qui on peut compter, c'est ceci, la fiabilité vous fait oublier, pas apprécier. Je travaille comme conseiller financier à Seattle. Je gère des portefeuilles valant des millions. J'aide des inconnus à sécuriser leur avenir, à planifier leur retraite, à protéger leur famille. Mais quand il s'agit de ma propre famille, j'ai passé des années à être le filet de sécurité qu'ils ne reconnaissent jamais, le fonds d'urgence qu'ils n'ont jamais remercié, le distributeur automatique silencieux qu'ils appelaient quand leur compte était à sec. Mes parents vivent à Tacoma, à environ 65 km au sud. Mon père, Thomas, a 62 ans. Il travaillait dans l'industrie manufacturière jusqu'à ce que son dos lâche il y a 5 ans. Ma mère, Jennifer, a 60 ans. Elle donne des cours de piano à domicile, mais ses revenus couvrent à peine les courses. Ils vivent dans la même maison depuis 30 ans, un modeste ranch de 3 chambres avec une clôture en maille de chêne et un jardin arrière qui inonde chaque hiver. Le toit fuit, la chaudière tousse, les impôts fonciers augmentent chaque année, et chaque année c'est moi qui m'assure que ces impôts soient payés. Ma sœur, Melissa, a 29 ans. Elle est l'enfant chéri. Elle l'a toujours été. Elle a eu le fonds pour les études que je n'ai jamais vu. Elle a eu la voiture que j'ai aidé à payer. Elle a eu l'aide pour la compte quand elle a acheté son premier condo il y a 2 ans. Mes parents ont vidé leurs économies pour l'aider. J'ai viré 15 000 $ supplémentaires quand il manquait d'argent. Melissa ne m'a jamais remboursé. Elle n'a même jamais dit merci. Quand j'avais 16 ans, j'ai travaillé à 2 emplois pour m'acheter un ordinateur portable d'occasion pour mes candidatures à l'université. Mes parents l'ont vendu 6 mois plus tard pour aider Melissa à payer un voyage scolaire en France. Ils ont dit que je comprendrais. Ils ont dit que la famille passait en premier. J'ai hoché la tête. J'ai toujours hoché la tête. Quand j'avais 22 ans et que je sortais tout juste de l'université, je suis rentré à la maison pendant 1 an pour économiser de l'argent. J'ai payé le loyer. J'ai payé les courses. J'ai payé la facture d'eau quand elle a été coupée parce que mon père avait oublié d'envoyer le chèque. Melissa vivait là aussi, sans payer de loyer parce qu'elle était en train de se trouver. Elle s'est trouvée un petit ami avec un fonds en fiducie. Puis elle a déménagé et a arrêté de répondre à mes appels. Au cours de la dernière décennie, j'ai été la personne que mes parents appelaient quand la banque envoyait un avis de retard. Quand la carte de crédit était refusée ou que l'assurance auto expirait, je ne posais plus de questions. J'ouvrais simplement mon application bancaire et je transférais l'argent. J'ai envoyé 4 200 $ pour une nouvelle chaudière, 2 800 $ pour des soins dentaires dont ma mère avait besoin, 6 500 $ pour les aider à refinancer leur hypothèque, et 1 100 $ pour les médicaments de mon père quand son assurance a refusé la demande. Je tiens un tableur. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que les chiffres sont la seule chose qui fait encore sens. Peut-être parce que voir tout ça écrit noir sur blanc me fait me sentir moins invisible. Au cours des 5 dernières années, j'ai envoyé ou payé directement 280 000 $ pour des dépenses familiales. Mes parents ne connaissent pas le total. Melissa encore moins. Le mois dernier, mes parents m'ont appelé en panique. La facture d'impôt foncier était arrivée à échéance. Ils devaient 9 700 $. Ils avaient manqué le paiement. Le comté avait envoyé un dernier avis. S'ils ne payaient pas dans les 30 jours, un privilège serait placé sur la maison. Une procédure de saisie suivrait. Mon père avait la voix creuse au téléphone. Ma mère pleurait en fond. Je leur ai dit de ne pas s'inquiéter. Je leur ai dit que je m'en occuperais. J'ai viré 9 700 $ le lendemain matin. Le comté a confirmé la réception 2 jours plus tard. Crise évitée. Mes parents ont envoyé un texto de remerciement. 4 mots, tu es un sauveur. C'était il y a 3 semaines. Il y a 2 jours, Melissa m'a envoyé un texto. C'était la première fois qu'elle prenait contact depuis 6 mois. Elle a dit « Salut Peter, juste pour info. Le dîner de pendaison de crémaillère chez moi a lieu samedi.
C'est juste pour la famille immédiate. J'espère que tu comprends. J'ai fixé ce message longtemps. Famille immédiate. 1 heure plus tard, ma mère m'a envoyé un texto, « Peter, s'il te plaît ne le prends pas personnellement. Mélissa veut juste que ce soit intime. » Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone face contre le bureau. J'ai fixé le plafond. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Pas de la colère, pas même de la douleur, juste de la clarté. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté à mon portail bancaire. J'ai ouvert le compte séquestre que j'avais créé pour mes parents. Il y avait 47 000 $ dessus, de l'argent que j'avais économisé pour les aider à rénover la cuisine et réparer le toit. De l'argent dont ils ne savaient même pas encore l'existence. J'ai gelé le compte. J'ai appelé la banque. J'ai demandé la suspension immédiate de tous les virements programmés. Puis j'ai ouvert le dossier de co-signataires pour leur ligne de crédit hypothécaire. J'avais co-signé il y a 2 ans quand leur cote de crédit était trop basse. Mon nom y était toujours. J'ai rédigé un email au prêteur. J'ai demandé le retrait de mon nom du compte avec effet immédiat. Quand j'ai terminé, mes mains étaient fermes. Le samedi est arrivé. Je n'ai rien entendu de mes parents. Pas d'appel, pas de texto, rien. J'ai passé la matinée à la salle de sport. Je suis rentré. J'ai préparé le déjeuner. J'ai travaillé sur un portefeuille client. Vers 18 h, mon téléphone a vibré. C'était un texto de groupe Le Chat Familial. Mélissa avait envoyé une photo. La photo montrait mes parents, Mélissa et son fiancé Jeffrey, tous debout dans le nouveau salon de Mélissa. Il y avait un buffet de nourriture sur la table à manger derrière eux, des verres à vin, et un gâteau décoré qui disait « Home Sweet Home » en glaçage bleu. Ma mère souriait. Mon père avait le bras autour de Mélissa. Jeffrey levait une flûte de champagne. La légende disait « Tellement reconnaissante de célébrer avec ma famille immédiate ce soir. Je vous aime tous. » J'ai posé mon téléphone. Je suis allé à la fenêtre. J'ai regardé l'horizon de Seattle. Le soleil se couchait. Le ciel était orange et rose. C'était magnifique. Je n'ai rien ressenti. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était ma mère. Elle a dit, l'endroit de Mélissa est magnifique. Tu adorerais. Je n'ai pas répondu. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Mélissa. Je l'ai laissée aller sur la messagerie. Elle n'a pas laissé de message. 1 heure plus tard, mon père a appelé. J'ai répondu. « Salut Peter », a-t-il dit. Sa voix était trop joyeuse. On est chez Mélissa. Super dîner. Je voulais juste prendre des nouvelles. Comment vas-tu? Bien, ai-je dit. Bien, bien. Écoute, Mélissa s'est sentie mal de ne pas t'inviter. Elle voulait juste que ce soit intime. Tu la connais. Bien sûr, on fera quelque chose bientôt. Nous 4. Peut-être le mois prochain. D'accord. Très bien. Je t'aime, fiston. Il a raccroché. Je me suis assis sur le canapé. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté à mon compte bancaire. J'ai fixé le compte séquestre gelé. J'ai fixé la demande de retrait en cours pour le dossier de co-signataire. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai appelé mon comptable. Elle s'appelle Rachel. Elle gère mes impôts depuis 6 ans. Elle est méticuleuse. Elle ne pose jamais de questions inutiles. Peter, a-t-elle dit quand elle a décroché, c'est samedi soir. Ça a intérêt à être important. J'ai besoin d'un audit complet, ai-je dit. De quoi? De chaque transaction financière que j'ai faite impliquant ma famille au cours des 5 dernières années. Cadeaux, virements, pré-co-signés, tout. Il y a eu une pause. Tu es sûr, a-t-elle demandé. Oui. Ce n'est pas juste pour la préparation fiscale. C'est forensique. Je sais. Ça prendra quelques jours. Ça va. Une autre pause. D'accord, a-t-elle dit. Je commence lundi matin. J'ai raccroché. J'ai ouvert mes emails.
J'ai rédigé un message au prêteur qui gère la ligne de crédit hypothécaire de mes parents. J'ai demandé un examen accéléré de ma demande de retrait de cosignataire. J'ai invoqué des préoccupations de responsabilité financière. J'ai joint des documents prouvant que j'avais rempli mes obligations. Je l'ai envoyé. Puis j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai programmé un appel avec mon conseiller financier, pas celui de mon entreprise, un autre, quelqu'un qui s'occupait de la planification successorale. Je devais m'assurer que mes parents ne pourraient plus jamais accéder à quoi que ce soit lié à mon nom. À minuit, j'avais envoyé 4 emails, passé 3 appels, gelé 2 comptes et demandé un retrait d'un prêt. Je suis allé me coucher. Je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond. J'ai pensé à cette photo, le sourire de ma mère, le bras de mon père autour de Mélissa, le gâteau, le champagne. Famille immédiate. J'avais envoyé 9 700 $ il y a 3 semaines pour sauver leur maison, et je n'étais pas famille immédiate. Je me suis retourné. J'ai vérifié mon téléphone. Il y avait un nouveau message. Il venait de Mélissa. Il disait « J'espère que tu n'es pas fâché. Je t'aime, grand frère. » J'ai éteint mon téléphone. Le dimanche matin est arrivé. Je n'ai rallumé mon téléphone qu'à 11 heures. Quand je l'ai fait, il y avait 6 appels manqués. 3 de ma mère, 2 de mon père, 1 de Mélissa. Je n'ai pas rappelé. J'ai fait du café. Je me suis assis à la table de la cuisine. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert mon tableur, celui que je tenais depuis 5 ans. Rangée après rangée. Date, montant, objet, note. 9 700 $ impôt foncier, octobre 2024. 15 000 $ aide à la compte, Mélissa, mai 2023. 6 500 $ refinancement hypothécaire, parents, février 2023. 4 200 $ remplacement de chaudière, décembre 2022. 2 800 $ soins dentaires, maman, août 2022. Et ainsi de suite. La liste remontait à 5 ans. 87 transactions distinctes. Certaines aussi petites que 200 $, d'autres aussi grosses que 22 000 $. Chacune avait une note. Chacune avait une raison. J'ai fait défiler jusqu'en bas. Le total était de 280 412 $. J'ai fixé ce chiffre longtemps. Presque 300 000 $. J'avais envoyé presque 300 000 $ à ma famille en 5 ans, et je n'étais pas famille immédiate. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je me suis levé. Je suis allé à la fenêtre. La ville était calme. C'était dimanche. Les gens étaient au brunch. Les gens étaient à l'église. Les gens passaient du temps avec leur famille immédiate. J'ai pensé à mon enfance. J'ai pensé à l'ordinateur portable que mes parents avaient vendu. J'ai pensé au fonds pour les études qui était allé à Mélissa. J'ai pensé au loyer que j'avais payé quand je vivais à la maison. J'ai pensé à chaque fois que j'avais viré de l'argent et reçu un texto de remerciement de 2 mots. J'ai pensé au message de ma mère, s'il te plaît ne le prends pas personnellement. Comment ne pas le prendre personnellement quand votre famille vous efface? Je me suis rassis. J'ai rouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas ouvert le tableur. J'ai ouvert mes emails. J'ai commencé à rédiger. Le premier email était pour Rachel, ma comptable. Je lui ai demandé de prioriser l'audit. J'en avais besoin pour mercredi. Le deuxième email était pour le prêteur. J'ai fait un suivi sur ma demande de retrait de cosignataire. J'ai demandé une confirmation de réception et un délai de traitement estimé. Le troisième email était pour ma banque. J'ai demandé la fermeture définitive du compte séquestre que j'avais créé pour mes parents. J'ai demandé que les fonds soient transférés sur mon compte principal. Les 47 000 $. Le quatrième email était pour moi-même. J'ai écrit tout ce que je ressentais. Je ne l'ai envoyé nulle part. J'avais juste besoin de voir les mots. J'avais besoin de voir la preuve que je n'étais pas fou, que je ne réagissais pas de façon excessive. L'email faisait 1200 mots. Quand j'ai terminé, mon café était froid. J'ai enregistré le brouillon. J'ai fermé mon ordinateur portable. J'ai éteint mon téléphone à nouveau. Je suis allé me promener. J'ai marché pendant 3 heures.
J'ai traversé le centre-ville. J'ai longé le front de mer. J'ai marché jusqu'à ce que mes jambes me fassent mal et que le soleil commence à se coucher. Quand je suis rentré, j'ai rallumé mon téléphone. Il y avait 11 appels manqués. Maintenant, ma messagerie vocale était pleine. Je n'ai écouté aucun d'eux. Je les ai tous supprimés. J'ai ouvert mes contacts. J'ai trouvé les noms de mes parents. J'ai trouvé le nom de Mélissa. Je ne les ai pas bloqués. J'ai juste désactivé les notifications. J'ai préparé le dîner. J'ai mangé en silence. J'ai regardé les lumières de la ville s'allumer dehors par la fenêtre. J'ai pensé au lendemain matin. J'ai pensé aux emails que j'enverrai, aux appels que je passerai, aux comptes que je fermerai. J'ai pensé au moment où mes parents réaliseraient ce que j'avais fait. J'ai pensé à la panique, aux appels, aux textos, aux excuses. Je ne me sentais plus en colère. Je me sentais calme. Je me sentais clair. Je suis allé me coucher tôt. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi toute la nuit. Le lundi matin, je me suis réveillé à 6 heures. Je suis allé à la salle de sport. Je me suis douché. J'ai pris le petit déjeuner. Je suis parti au travail. Mon téléphone est resté dans mon sac, toujours en silencieux. À 9 heures, je me suis assis à mon bureau. Je me suis connecté à mon ordinateur. J'ai ouvert mon portail bancaire personnel. La première chose que j'ai vérifiée était le compte séquestre. La demande de fermeture avait été traitée. 47 000 $ avaient été transférés sur mon compte courant principal pendant la nuit. Je me suis adossé à mon fauteuil. J'ai fixé l'écran. Cet argent était là depuis 8 mois. J'y ajoutais lentement un 5 000 $ par-ci, 3 000 $ par-là. Mes parents n'en savaient rien. J'avais prévu de leur faire la surprise. De nouveaux placards de cuisine, un nouveau toit, peut-être même une petite extension. Maintenant il était de retour sur mon compte, et il ne saurait jamais qu'il avait existé. Ensuite, j'ai vérifié mes emails. Il y avait une réponse du prêteur. Il confirmait la réception de ma demande de retrait de cosignataire. Délai de traitement, 10 jours ouvrables. Il notifierait toutes les parties une fois le retrait terminé. J'ai souri. 10 jours ouvrables. Mes parents recevraient une lettre par courrier. À ce moment-là, il serait trop tard. J'ai ouvert un nouvel onglet. Je me suis connecté à mon service de surveillance de crédit. J'ai affiché la liste des comptes où j'étais listé comme cosignataire ou utilisateur autorisé. Il y en avait 3. Le premier était la ligne de crédit hypothécaire de mes parents. Demande de retrait déjà soumise. Le deuxième était une carte de crédit que ma mère avait ouverte il y a 2 ans. J'étais listé comme utilisateur autorisé. Elle avait dit qu'elle en avait besoin pour les urgences. Je ne l'avais jamais utilisé, mais mon nom y était. Mon score de crédit y était lié. J'ai appelé la compagnie de carte de crédit. J'ai attendu 12 minutes en attente. Quand le représentant a répondu, j'ai donné mes informations. J'ai demandé un retrait immédiat du compte. Puis-je demander pourquoi, a demandé le représentant. Raison personnelle, ai-je dit. Compris. Je traite cela pour vous maintenant. Vous recevrez une confirmation par email dans les 24 heures. Merci. J'ai raccroché. Le troisième compte était un prêt auto, le camion de mon père. J'avais cosigné il y a 3 ans quand son score de crédit avait chuté après qu'une facture médicale soit allée en recouvrement. Il restait 2 ans sur le prêt. Les paiements étaient de 420 $ par mois. J'ai appelé le prêteur. J'ai expliqué que je voulais me retirer en tant que cosignataire. Le représentant m'a dit que ce n'était pas possible sans refinancer le prêt. J'ai demandé ce qui se passerait si j'arrêtais les paiements. Le prêt serait en défaut, a dit le représentant. L'emprunteur principal serait responsable, et si l'emprunteur principal ne pouvait pas faire les paiements, le véhicule serait saisi. Compris. Merci. J'ai raccroché. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai affiché la liste des paiements automatiques liés à mon compte. Il y en avait 7, 3 étaient pour mes parents, services publics, Internet, factures de téléphone. Je les avais mis en place il y a 2 ans quand mes parents étaient en retard. Les paiements sortaient de mon compte chaque mois.
Mes parents n'avaient jamais demandé. Je n'en avais jamais parlé. J'ai annulé les 3. Les confirmations sont arrivées en quelques minutes. Les 4 autres paiements automatiques étaient pour Mélissa, abonnement à la salle de sport, service de streaming, assurance auto. Je les avais mis en place quand elle était à l'université. Elle ne les avait jamais annulés. Je ne lui avais jamais demandé de le faire. J'ai annulé les 4. Les confirmations sont arrivées. À 10h30, je m'étais retiré de 2 comptes, annulé 7 paiements automatiques, fermé un compte séquestré, soumis une demande de retrait de co-signataire. Je me suis adossé à mon fauteuil. J'ai pris une profonde inspiration. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Je l'ai ignoré. J'avais du travail à faire, du vrai travail, des portefeuilles clients, des rapports d'investissement, des choses qui comptaient. Je n'ai pas vérifié mon téléphone jusqu'au déjeuner. Quand je l'ai fait, il y avait 14 appels manqués, 8 de ma mère, 4 de mon père, 2 de Mélissa. Il y avait aussi 11 textos. Je ne les ai pas lus. J'ai éteint mon téléphone. Je suis retourné au travail. Mardi soir, j'ai quitté le travail à 18h. Je me suis arrêté à l'épicerie. J'ai acheté des légumes, du poulet, du riz. Je suis rentré chez moi. J'ai garé dans le garage de mon immeuble. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall. J'étais à mi-chemin de l'ascenseur quand je les ai vus, mes parents, debout près du bureau d'accueil. Ma mère m'a vu en premier. Son visage est devenu pâle. Mon père s'est retourné. Il avait l'air soulagé. Peter, a dit ma mère. Elle s'est approchée de moi. Dieu merci. On essaie de te joindre. J'ai arrêté de marcher. Je suis resté là. Je n'ai rien dit. Tu vas bien, a demandé mon père. Il s'est approché. Tu n'as pas répondu au téléphone. On s'inquiétait. Je vais bien, ai-je dit. Alors pourquoi tu ne nous as pas rappelés, a demandé ma mère. Sa voix s'est brisée. On t'appelle depuis 2 jours. J'étais occupé. Occupé, a dit mon père. Peter, on a reçu un avis de la banque. Ils disent que tu as demandé à être retiré du dossier de co-signataire. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai regardé. J'ai regardé ma mère. J'ai ajusté le sac d'épicerie dans ma main. Je me retire de vos obligations financières, ai-je dit. Quoi, a dit ma mère. Pourquoi? Parce que je ne suis pas famille immédiate. Le hall est devenu silencieux. Ma mère m'a fixé. Mon père a cligné des yeux. De quoi tu parles, a demandé mon père. Le dîner de Mélissa, ai-je dit. Celui auquel je n'étais pas invité. Celui qui était juste pour la famille immédiate. Peter, a dit ma mère. Elle s'est approchée. C'était la décision de Mélissa. On ne voulait pas te blesser. Vous ne vouliez pas, ai-je répété. Mais tu l'as fait, et tu as laissé faire. Ce n'est pas juste, a dit mon père. Juste, ai-je dit. J'ai failli rire. Je t'ai envoyé $9700 il y a 3 semaines. J'ai sauvé ta maison, et je n'étais pas assez de la famille proche pour m'asseoir à table. Peter, s'il te plaît, a dit ma mère. Tu es dramatique. Je l'ai regardé. J'ai posé mon sac d'épicerie. J'ai mis la main dans la poche de ma veste. J'en ai sorti une feuille pliée. Je l'avais imprimée ce matin-là. C'était un résumé de Rachel, un récapitulatif d'une page de toutes les transactions financières que j'avais effectuées pour ma famille au cours des 5 dernières années. Je l'ai tendue à mon père. Il l'a ouverte. Ses yeux ont parcouru la page. Son visage est devenu pâle. $280 000, ai-je dit. C'est ce que je vous ai envoyé en 5 ans, impôts fonciers, paiement d'hypothèque, facture médicale, l'acompte de Mélissa, les frais de scolarité de Mélissa, facture d'utilité, assurance, tout. Ma mère a regardé le papier. Sa main est allée à sa bouche. Et je ne suis pas de la famille proche, ai-je dit. Alors pourquoi devrais-je continuer à payer? Peter, a dit mon père, la voix tremblante. Nous n'avions aucune idée que c'était autant. Je sais, ai-je dit. Parce que vous n'avez jamais demandé. Vous avez juste pris. Nous n'avons pas pris,
a dit ma mère. Tu as offert. Oui, ai-je dit. Parce que je pensais que c'est ce que fait une famille. Mais apparemment, j'avais tort. Mon père a plié le papier. Il a essayé de me le rendre. Je ne l'ai pas pris. Garde-le, ai-je dit. Tu en auras besoin quand tu comprendras comment payer tes factures sans moi. Peter, ne fais pas ça, a dit ma mère. Elle pleurait maintenant. Nous sommes désolés. Nous aurions dû t'inviter. Mélissa a fait une erreur. Il ne s'agit pas du dîner, ai-je dit. Il s'agit de 15 ans à être invisible, et j'en ai fini. J'ai ramassé mon sac d'épicerie. Je suis passé devant eux. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Ils ne m'ont pas suivi, ils sont restés là. Ma mère pleurait. Mon père fixait le papier. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré. Je me suis retourné. Je les ai regardés une dernière fois. Ne revenez pas ici, ai-je dit. Les portes se sont fermées. Quand je suis arrivé à mon appartement, j'ai posé les courses sur le comptoir. Je ne les ai pas rangées. Je me suis assis à mon bureau. J'ai allumé mon ordinateur portable. Je me suis connecté à mes emails. Il y avait 17 nouveaux messages, 6 de ma mère, 5 de mon père, 3 de Mélissa, 2 de Rachel, mon comptable, et un du prêteur. J'ai ouvert d'abord l'email de Rachel. L'objet disait « Audit terminé ». L'email contenait 3 pièces jointes. La première était un tableur détaillé, chaque transaction que j'avais effectuée impliquant ma famille au cours des 5 dernières années. Date, montant, destinataire, objet, mode de paiement, note. La deuxième pièce jointe était un résumé, une ventilation par catégorie, cadeaux, prêts, obligations co-signées, paiements automatiques, utilités, assurance, éducation, médicale, logement. La troisième pièce jointe était un mémo juridique. Rachel avait consulté un avocat. Le mémo décrivait mes options, comment mettre fin formellement au soutien financier, comment me protéger contre toute responsabilité future, et comment m'assurer que mes parents ne puissent pas prétendre que je leur devais quoi que ce soit. J'ai lu les 3 documents 2 fois. Quand j'ai eu fini, il était 22 heures. J'ai ouvert un nouveau document. J'ai commencé à taper. J'ai créé un fichier maître, un enregistrement complet de tout ce que j'avais fait pour ma famille. Chaque transaction, chaque prêt co-signé, chaque paiement automatique, chaque preuve. Puis j'ai ajouté du contexte, notes, date, conversation, message texte, email, tout ce qui montrait que mes parents savaient que je les aidais. Tout ce qui montrait qu'ils acceptaient mon aide sans poser de questions. Tout ce qui montrait qu'ils ne m'avaient jamais demandé une seule fois si je pouvais me le permettre. J'ai travaillé pendant 3 heures. À 1 heure du matin, quand le document faisait 22 pages, je l'ai sauvegardé. Je l'ai sauvegardé en copie de sécurité. Je l'ai envoyé à Rachel. Je me l'ai envoyé à moi-même. Puis j'ai commencé la phase 2. Je me suis connecté à mon portail bancaire. J'ai ouvert tous les comptes où mes parents étaient listés comme bénéficiaires ou utilisateurs autorisés. Il y en avait 2. Le premier était un petit compte d'épargne avec 12 000 $. Je l'avais créé comme fonds d'urgence pour eux. Ils n'en savaient rien. J'ai changé le bénéficiaire. J'ai listé une association caritative, une organisation qui aidait les familles à faible revenu avec le logement. Je me suis dit qu'ils en avaient plus besoin que mes parents. Le deuxième compte était un compte courant joint. Ma mère avait insisté pour que je sois ajouté il y a 2 ans. Au cas où il arriverait quelque chose, avait-elle dit, pour que tu puisses nous aider si nous en avons besoin. Il y avait 1 800 $ sur le compte. Je me suis retiré. J'ai soumis la demande en ligne. La confirmation est arrivée en 5 minutes. Ensuite, j'ai vérifié mon rapport de crédit. Je voulais voir chaque compte lié à mon nom, chaque prêt, chaque carte de crédit, chaque obligation. J'en ai trouvé 4. Le premier était la ligne de crédit sur valeur domiciliaire, la demande de retrait était déjà soumise. Le deuxième était la carte de crédit, le retrait était confirmé hier. Le troisième était le prêt auto. Je ne pouvais pas me retirer sans refinancement, mais j'avais déjà arrêté les paiements. Mon père recevrait un avis dans 30 jours. Le quatrième était quelque chose dont j'avais oublié l'existence, un prêt personnel de 8 000 $ que j'avais co-signé pour ma mère il y a 3 ans.
Elle en avait besoin pour des factures médicales. Elle avait dit qu'elle le rembourserait. Elle ne l'a jamais fait. Le prêt avait 12 mois et $400 restants. Les paiements étaient de $180 par mois. J'ai appelé le prêteur. J'ai laissé un message vocal. J'ai demandé à être retiré en tant que co-signataire. Je savais qu'il dirait que ce n'était pas possible, mais je voulais que ce soit enregistré que j'avais essayé. À 2 heures du matin, j'avais tout documenté. Je m'étais retiré de 2 comptes. J'avais changé un bénéficiaire. J'avais soumis 3 demandes de retrait. J'avais arrêté 7 paiements automatiques. Et j'avais créé un fichier de 22 pages qui prouvait chaque dollar que j'avais envoyé à ma famille. Je me suis adossé à ma chaise. J'ai regardé mon téléphone. Il y avait maintenant 24 appels manqués et 31 messages textes. J'ai ouvert les messages. Ma mère, Peter, s'il te plaît appelle-nous. Il faut qu'on parle. Mon père, fils, ne fais pas ça. On peut arranger ça. Mélissa, que se passe-t-il? Maman panique. Ma mère, les lumières se sont éteintes. La compagnie d'électricité a dit que le paiement n'est pas passé. Mon père, Peter, réponds à ton téléphone. Mélissa, sérieusement, rappelle maman. Elle pleure. Ma mère, la banque a appelé. Ils ont dit que la ligne de crédit sur valeur domiciliaire est gelée. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait défiler le reste. Plus de panique, plus de confusion, plus d'exigence que je les rappelle. J'ai posé mon téléphone. Je n'ai pas répondu. Je me suis levé. Je suis allé à la fenêtre. La ville était sombre. Il était tard. La plupart des gens dormaient. Je n'étais pas fatigué, j'étais parfaitement réveillé. Je me sentais plus vif que depuis des années. Je suis allé me coucher. J'ai réglé mon réveil à 6 heures. Il me restait une dernière chose à faire. Mercredi matin, je me suis réveillé à 6 heures. Je me suis habillé. J'ai fait du café. Je me suis assis à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai rédigé un dernier email. La liste des destinataires incluait mes parents, Mélissa, Rachel, mon comptable, mon avocat, mon conseiller financier, et moi. L'objet disait « Notification de résiliation des obligations financières ». Le corps de l'email était court, professionnel et froid. Il disait, avec effet immédiat, je mets fin à tout soutien financier à Thomas Diaz, Jennifer Diaz et Mélissa Diaz. Cela inclut, sans illimité, les transferts directs, les paiements automatiques, les prêts co-signés, les désignations de bénéficiaires et les comptes d'utilisateurs autorisés. Tous les paiements programmés ont été annulés. Tous les comptes joints ont été fermés ou modifiés. Toutes les demandes de retrait de co-signataires ont été soumises. Toute future demande d'assistance financière sera refusée. Cette décision est définitive. Veuillez ne pas me contacter pour discuter de cette question. 6 juin un enregistrement complet des transactions financières sur les 5 dernières années pour votre référence. Peter Diaz. J'ai joint le document de 22 pages. J'ai joint le résumé d'audit de Rachel. J'ai joint le mémo juridique. J'ai cliqué sur Envoyer. L'email est parti à 6h47. J'ai fermé mon ordinateur portable. J'ai fini mon café. Je suis parti au travail. À 8h, mon téléphone a explosé. 12 appels manqués en 1 heure, 19 messages textes. J'ai éteint mon téléphone. Je l'ai mis dans le tiroir de mon bureau. Je n'en avais pas besoin. À 10h, mon téléphone de bureau a sonné. C'était la réception. Ma mère était dans le hall. Elle demandait à me voir. J'ai dit à la réceptionniste de lui dire que j'étais indisponible. La réceptionniste a rappelé 5 minutes plus tard. Ma mère était toujours là. Elle pleurait. Elle refusait de partir. J'ai appelé la sécurité du bâtiment. J'ai expliqué la situation. Ils l'ont escortée dehors. Elle n'est pas revenue. À 14h, mon téléphone portable a commencé à vibrer dans le tiroir de mon bureau. J'ai ouvert le tiroir. J'ai allumé le téléphone. Il y avait 38 appels manqués, 47 messages textes et 3 messages vocaux. J'ai écouté le premier message vocal.
C'était mon père. Sa voix tremblait. Peter, la banque a appelé. Ils ont dit que la ligne de crédit sur valeur domiciliaire est fermée. Ils ont dit que tu t'es retiré. Nous ne pouvons pas accéder au fonds. Nous avons des entrepreneurs qui commencent les travaux la semaine prochaine. Nous n'avons pas l'argent. S'il te plaît, rappelle-moi. Je l'ai supprimé. Le deuxième message vocal était de ma mère. Elle pleurait si fort que je comprenais à peine. Peter, l'électricité est toujours coupée. La ligne téléphonique est déconnectée. Nous ne savons pas quoi faire. S'il te plaît, rappelle-nous. Je l'ai supprimé. Le troisième message vocal était de Melissa. Elle avait l'air en colère. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Maman et papa sont dans un état lamentable. Tu as coupé leur électricité, leur téléphone. C'est insensé. Tu dois arranger ça maintenant. Je l'ai supprimé. J'ai éteint mon téléphone et je l'ai remis dans le tiroir. J'ai fini mon travail. J'ai quitté le bureau à 17 heures. Quand je suis rentré chez moi, j'ai garé dans le garage. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à mon étage. Les portes se sont ouvertes. Je suis sorti. Je me suis arrêté. Mes parents étaient devant la porte de mon appartement. Ils tenaient tous les deux des papiers. Les yeux de ma mère étaient rouges. Mon père avait l'air épuisé. Peter, a dit mon père. Il faut qu'on parle. Je me suis dirigé vers eux. Je n'ai rien dit. J'ai mis la main dans ma poche. J'ai sorti mes clés. J'ai ouvert ma porte. Je l'ai ouverte. Je suis entré. Ils ont commencé à me suivre. Je me suis retourné. J'ai levé la main. Non, ai-je dit. Peter, s'il te plaît, a dit ma mère. Nous voulons juste parler. Il n'y a rien à dire, ai-je dit. Nous avons besoin de ton aide, a dit mon père. Les entrepreneurs arrivent lundi. Nous n'avons pas l'argent. La ligne de crédit sur valeur domiciliaire est gelée. Ce n'est pas mon problème. Tu es notre fils, a dit ma mère. Sa voix s'est brisée. Nous sommes ta famille. Je l'ai regardé. J'ai regardé mon père. J'ai tendu la main dans mon appartement. J'ai pris quelque chose sur la table près de la porte. C'était un dossier rouge. Je l'avais préparé ce matin-là. Je l'ai tendu à mon père. Il l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait une copie imprimée du document de 22 pages. Chaque transaction, chaque prêt, chaque paiement, 280 112 $. C'est ce que je vous ai donné en 5 ans, ai-je dit. Et il y a 3 semaines, vous m'avez dit que je n'étais pas de la famille proche. Mon père a fixé le dossier. Ma mère a regardé les pages. Sa main est allée à sa bouche. Alors voici ce qui se passe maintenant, ai-je dit. Vous vous débrouillez. Vous appelez Melissa. Vous vendez quelque chose. Vous prenez un prêt. Vous faites ce que vous avez à faire, mais vous ne m'appelez pas. Vous ne venez pas ici. Vous ne me demandez pas un autre dollar. Peter, a murmuré ma mère. Nous sommes désolés. Je sais, ai-je dit. Mais désolé ne paie pas les factures. Et la famille proche n'a pas besoin de mon aide. Je suis reculé. J'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. J'ai entendu ma mère commencer à pleurer. J'ai entendu mon père dire quelque chose, je n'ai pas entendu quoi. Je suis allé à mon canapé. Je me suis assis. J'ai fixé le mur. Mon téléphone était toujours dans mon sac. Il vibrait sans arrêt. Je ne l'ai pas vérifié. Je suis resté assis là 1 heure. Puis je me suis levé. J'ai fait à dîner. J'ai mangé en silence. J'ai lavé la vaisselle. Je suis allé me coucher. Pour la première fois en 15 ans, j'ai dormi sans m'inquiéter des factures de qui que ce soit. 2 semaines ont passé. Mon téléphone a arrêté de sonner après le 5e jour. Les messages textes ont ralenti, puis arrêté. Mes parents ne sont pas revenus à mon appartement. Melissa n'est pas venue à mon bureau. Rachel m'a envoyé un rapport final. Tous les retraits de co-signataires avaient été traités. Tous les comptes joints avaient été fermés.
Tous les paiements automatiques avaient été annulés. Je n'étais plus financièrement lié à mes parents de quelque manière que ce soit. Elle a joint une lettre de son avocat. Elle confirmait que je n'avais aucune obligation légale de fournir un soutien continu. Si mes parents essayaient de prétendre le contraire, j'avais la documentation pour prouver mon cas. J'ai classé la lettre. J'ai sauvegardé les documents. J'ai tourné la page. Au travail, je me suis concentré. J'ai pris 2 nouveaux clients. J'ai conclu une grosse affaire de portefeuille. Mon patron m'a félicité. Mes collègues ont remarqué que je semblais plus vif, plus concentré. Je ne leur ai pas dit pourquoi. À la maison, j'ai recommencé à cuisiner. J'ai rejoint un groupe de course. Je suis allé à un concert. J'ai renoué avec des amis que je n'avais pas vus depuis des mois, des gens avec qui j'avais perdu contact parce que j'étais toujours trop occupé à aider ma famille. Un vendredi soir, je suis sorti boire un verre avec un ami de l'université. Il s'appelle Tyler. Nous ne nous étions pas vus depuis plus d'1 an. Il m'a demandé comment allait ma famille. Je lui ai dit la vérité. Tout. Les 280 000 $. Le dîner. La coupure. Le dossier. Tyler m'a fixé longtemps. Puis il a dit, bien. Tu aurais dû faire ça il y a des années. J'ai hoché la tête. J'étais d'accord. Le samedi, je suis allé à ma boîte aux lettres. Il y avait une lettre de mes parents. J'ai reconnu l'écriture de ma mère. Je suis resté longtemps dans le hall. J'ai fixé l'enveloppe. Puis je l'ai ouverte. La lettre faisait 3 pages, manuscrite. Ma mère s'excusait. Elle disait qu'ils n'avaient pas réalisé combien ils avaient pris. Elle disait qu'ils avaient tort. Elle disait qu'ils me manquaient. Elle disait qu'ils voulaient arranger les choses. La dernière ligne disait, « S'il te plaît, donne-nous une autre chance. » J'ai plié la lettre. Je suis allé à la poubelle de recyclage dans le hall. Je l'ai jetée dedans. Je suis remonté. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, Mélissa m'a envoyé un message disant « On peut parler ?» Je n'ai pas répondu. 3 jours après, mon père a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. Il disait que les entrepreneurs avaient annulé. Ils ne pouvaient pas se permettre les rénovations. Le toit fuyait toujours. La chaudière faisait des bruits étranges. Il disait qu'ils essayaient de trouver une solution. Il disait qu'ils souhaitaient que je sois là pour aider. J'ai supprimé le message vocal. À la fin du mois, je m'étais installé dans un nouveau rythme. Je travaillais. Je faisais de l'exercice. Je cuisinais. Je sortais avec des amis. Je lisais des livres que je repoussais depuis des années. J'ai fait un voyage de week-end à Portland. Je suis resté dans un bel hôtel. J'ai mangé dans des restaurants chers. Je ne me sentais pas coupable de dépenser de l'argent pour moi. Un soir, je me suis assis sur mon canapé. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté à mon application bancaire. J'ai regardé mon solde de compte. Il était plus élevé qu'il ne l'avait été depuis 5 ans. J'avais économisé plus en 3 semaines que dans les 6 mois précédents. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville étaient vives. Le ciel était clair. Je me sentais plus léger que depuis longtemps. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Tyler. Il disait, « Dîner ce week-end ?» J'ai répondu, « Oui ». J'ai posé mon téléphone. Je me suis adossé. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à mes parents. J'ai pensé à Mélissa. J'ai pensé au dossier, à la lettre, aux appels manqués. Et pour la première fois, je ne me suis pas senti coupable. Je ne me suis pas senti en colère. Je me suis simplement senti libre. Je n'étais pas de la famille proche. Et ça allait, parce que j'avais quelque chose de mieux. J'avais moi-même, et ça suffisait.